Maître, je suis désolé de vous avoir déçu. J'aimerais comprendre pourquoi toi et Malware êtes aussi mauvais. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de voler toutes les données des gens qui naviguent sur le net. Qu'y a-t-il de compliqué là-dedans? Et d'ailleurs, où est Malware? Ah, elle est retournée sur son serveur, elle est en congé maternité. Elle vient d'avoir un petit cheval de Troie. Bien, de nouveaux soldats dans les rangs, c'est ce qu'il nous faut. Pour remplacer les incompétents comme toi. Non mais attendez, c'est pas de ma faute si tout le monde utilise NordVPN. C'est quoi ça encore? Oh non, mais je vais devenir VRP chez eux à force de leur faire de la pub. Les gens utilisent NordVPN pour protéger leurs données et leurs adresses IP quand ils naviguent sur le net. Bon, admettons qu'un abonné d'une chaîne YouTube, genre celle que j'essaie d'investir depuis 6 mois, est en Thaïlande et qu'il n'a pas accès à une vidéo parce qu'elle est interdite de visionnage. Et bah le Thaïlandais demande à son VPN de modifier son adresse IP pour faire comme s'il était en France. Et hop, il peut regarder sa vidéo à la gomme. Et il peut le faire sur Windows, macOS, Linux ou Android. Et ils peuvent connecter jusqu'à 6 appareils à la fois. Et vous n'avez trouvé aucun moyen de contrer cela? Bah non, ça bloque l'entrée à tous nos agents, qu'ils soient trackers, malware ou spyware. En plus, ils ont mis le paquet sur la sécurité parce qu'a priori, leur système de chiffrement des données est doublé et recommandé par la NSA. Et ils ont mis en place un système de tunneling nouvelle génération qui s'appelle Norlynx. J'y comprends rien, ton charabia, ça veut dire quoi tout ça? Mais j'en sais rien, moi. Je fais que répéter ce qui a marqué sur leur site. Mais comment les gens peuvent adhérer à ce truc si on ne comprend rien? Bah, en même temps, sur 2 ans d'abonnement, ils offrent 4 mois gratuits. Alors évidemment, les gens adhèrent. Et ces 4 mois, ils y ont le droit en passant par le lien qui est dans la description. Alors j'ai bien essayé de passer par là pour les pirater, mais ça marche pas non plus. Et puis en plus, ils peuvent y aller les yeux fermés, il y a 30 jours de garantie. Oh, je vois que tu n'as aucune volonté. Bien, je m'en occuperai donc moi-même. Je viens vous voir parce que j'ai un problème. Quel genre de problème? Un problème de fantôme. Bon, pourquoi vous êtes venu nous voir, nous? Eh bien, après l'incident, un monsieur est venu sonner chez moi. Il m'a donné sa carte et il m'a conseillé de venir à votre adresse. Je peux voir la carte? Bien sûr. Merci. Faut vraiment que je lui parle. C'est ton père? Ouais. Il est charmant. Il y a plein de piments. Écoutez, mon père vous a fait une mauvaise blague. Depuis quelque temps, il m'en fait à moi aussi et elles sont vraiment pas drôles. Je suis désolé, on peut pas vous aider. Le mieux que vous auriez à faire... Non mais attends, ton père l'a orienté vers nous, on va peut-être pouvoir l'aider, non? Alors, déjà, premièrement, on n'est pas les époux Warren. Et deuxièmement, depuis quand tu crois aux histoires de mon père, toi? Non, je n'y crois pas vraiment, mais tu me dis que ton père, quand tu étais gamin, il était absent. Et d'un seul coup, il vient, il te parle de monstres qui sortent des films. Oui, je suis curieuse. Bon, dites-nous ce qui s'est passé. Tout a commencé il y a 2 jours. Oui, allô, docteur Amis. Excusez-moi de vous déranger. Je crois que mes épisodes hallucinatoires recommencent. Parce que j'ai un de mes DVD qui...
Docteur? If something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If something weird and it don't look good. Aujourd'hui les enfants, on va sauter à pieds joints dans la pop culture parce qu'on va parler d'un grand classique des années 80, SOS Fantôme. Une histoire trop cool, des acteurs au top, des effets spéciaux de fou pour l'époque, et une bande originale d'enfer. Ça c'est du classique, nom de Dieu. J'ai déjà parlé de mon top 5 de films de monstres, mais franchement si je devais faire un top 10, SOS Fantôme serait dedans sans hésiter. Et je pense que les plus jeunes d'entre vous qui ont vu le dernier film au cinéma l'année dernière ne devaient pas penser que SOS Fantôme du coup c'est une trilogie. Une quadrilogie plutôt, non? Non, une trilogie. Bah, il y a eu celui de 84, celui de 89, celui De 2021 et c'est tout. Mais... Ah non, mais ça sert à rien d'insister. Il n'y a pas eu de film en 2016, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. SOS Fantôme est une comédie fantastique américaine sortie le 12 décembre 1984 et qui a été réalisée par feu Ivan Reitman. Alors, Ivan Reitman est un réalisateur incontournable des années 80. Très souvent entouré des mêmes comédiens, il a réalisé, outre les 2 premiers volets de SOS Fantôme, Les Bleus, American College, Jumeaux, Junior, Un flic à la maternelle, Évolution, qu'on décortiquera l'année prochaine, et il a aussi produit pas mal de films de notre enfance comme Space Jam et Beethoven. Le film démarre dans la bibliothèque de New York. Alice se rend tranquillement au sous-sol pour ranger les bouquins, mais franchement je me demande un peu à quoi elle sert. Parce que manifestement, il se range tout seul. Par contre, les fiches font un peu ce qu'elles veulent, et en les voyant, Alice prend peur et part en courant jusqu'à tomber sur un souffleur de feuilles équipé d'une lampe 15 000 watts. Sérieux? Mais non, elle a vu un fantôme là. Non, par contre, je pense que si tu te retrouves face à un mec avec un souffleur de feuilles et une lampe 15 000 watts, tu dois faire à peu près cette gueule là. Et dans ces cas-là, qui c'est qu'on appelle? Restans, Egon Spengler et Peter Venkman. 3 professeurs en parapsychologie de l'université Columbia qui s'intéressent de très près au paranormal. Enfin, Spengler et Stans s'intéressent au paranormal. Venkman, lui, préfère torturer les élèves de l'université et draguer les étudiantes. Faites le vide. Alors, que pensez-vous que ce soit? Ah mais je rêve, c'est elle! Oh, Peter, méfie-toi, sors pas avec elle, sinon elle va t'attirer sur la route des dinosaures. Hein? Mais tais-toi, toi, adore. Aïe. Donc, nos 3 parascientifiques se rendent sur place et interrogent Alice. A-t-on diagnostiqué chez vous, chez certains membres de votre famille, une tendance à la schizophrénie ou à la débilité mentale? Mais Egon capte la présence d'un fantôme avec son PKE, alors ils descendent dans les sous-sols de la bibliothèque. Avec son quoi? Avec son PKE. Et c'est quoi? Les gars, Salut à toi Flo. Salut Flo, et merci de faire appel à nous. Alors, le PKE-metteur, l'outil le plus important et indispensable dans la chasse aux fantômes. Pourquoi? Parce qu'avant même de les attraper, il vous faudra d'abord les débusquer. Alors d'abord, il faut savoir que quand quelqu'un meurt, il ne part pas vraiment. Il reste, enfin pas totalement, mais il reste une trace, une empreinte sous forme d'énergie psychokinétique. Ces particules chargées négativement ont tendance à charger par les autres particules autour, on va dire, et donc tout se charge négativement, ça permet donc à l'entité d'apparaître, et il faut savoir que quand les atomes se chargent négativement... Stop, professeur Relou là. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est comment ça marche. Donc, comment ça marche? Tout d'abord, l'allumage. Petit bouton on-off à la base, et ensuite, on choisit entre 3 modes de détection. Tout d'abord, le mode mute, pour une détection discrète. Sur la gauche, voyant orange, ionisation faible pour les détections à l'intérieur. Et à droite, voyant vert, ionisation haute pour les détections à l'extérieur. Ici, les senseurs, petit bras movible et l'écran qui nous indique la position et la puissance de l'entité. Donc c'est tout simple, on scanne, et lorsque l'entité est là, il se déclenche, tout simplement. Ok, je pense que vous avez des trucs à vous dire, du coup, donc nous on va continuer, hein. Et là-dessous, c'est le merdier. Il y a des bouquins empilés, les fiches sont couvertes de morve, et manifestement les armoires sont pas bien fixées au mur. Ça t'est déjà arrivé avant? La première fois? Et finalement, le voilà. Enfin, la voilà.
Le fantôme est celui d'une vieille femme qui lit les bouquins de la bibliothèque. Alors face à un fantôme, nos trois héros ne savent pas vraiment quoi faire. Venkman tente une approche conventionnelle. D'où vous veniez? Avant d'être venant? Et comme ça marche pas, Red tente la méthode non conventionnelle. Ouais. Attrapons-la! Alors, c'est vrai que c'est con, mais en même temps, à ce stade-là du film, personne sait vraiment quoi faire avec un fantôme, alors du coup... La technique est pas au point, mais l'expérience leur a quand même permis de récolter assez de données pour être capable de capturer des fantômes. Sauf que le doyen de l'université a eu vent des expériences farfelues de Venkman, et les vire sans sommation. Vos méthodes sont brouillonnes et vos conclusions excessivement discutables. Vous êtes un pauvre raté et non un chercheur. Un petit peu dur comme motif de licenciement. Du coup, pourquoi vous me virez là? C'est parce que je suis incompétent? Ah non, pas du tout. Non, en fait, c'est parce que j'aime pas votre gueule, et parce que vous êtes un con. Et de toute façon, c'est moi qui ai le pognon. Alors, cassos débarrassos. Mais c'est reculé pour mieux sauter, puisqu'ils montent leur entreprise de chasseurs de fantômes. Alors, après avoir récupéré les fonds en hypothéquant la maison natale de Ray, ils achètent de super locaux. La ville devrait démolir ce truc pour insalubrité. Une bagnole qui déchire. Faut changer la suspension, les pare-chocs, les freins, enfin les plaquettes de frein, la boîte, l'arbre à cam Et c'est combien? Grosso modo 4 briques. Embauche une standardiste et tourne une pub. Pub qui sera vue par Dana Barrett qui va les voir après avoir vu ses œufs cuire sur son plan de travail et constater qu'elle sous-louait son frigo à des chiens de l'enfer sans le savoir. Dana explique son problème à l'équipe qui a adopté le nom de Ghostbusters et Peter se propose de vérifier son appartement pendant que Egon et Ray font des recherches sur le bâtiment dans lequel elle habite et sur le nom qu'a prononcé un des chiens de l'enfer, Zool. Chez Dana, Peter sort le grand jeu. J'adore les faire souffrir. Faites gaffe les mecs. Là le professeur Venkman. Vous vivez seul? Oui, Parfait. c'est la chambre à coucher. Mais là, il ne s'est jamais rien passé. Vraiment? Dommage. Il inspecte quand même la cuisine et le frigo. Pour les placements de produits, c'est pas si mal. Et reprend son numéro de dragueur. Je suis fou d'amour pour vous. Ah, ça, c'est pas croyable. Maintenant, partez, s'il vous plaît. J'ai trouvé. Non. Il faut que je fasse mes preuves. Inutile, je vous assure. Ah ouais, après 1 heure dans son appart, il tombe déjà amoureux. Putain, ça allait vite dans les années 80, hein. Alors, elle finit par le virer tant bien que mal, et... Oh, Zalinski! Ah non, merde, c'est pas le bon film. Lui, du coup, c'est Louis Tully. C'est le voisin un peu envahissant de Dana. J'ai juste commandé des vitamines, des trucs comme ça. Et là, je m'entraînais. J'ai enregistré 20 minutes de gym sur mon magnétoscope. Et je l'ai passé à grande vitesse. J'ai tout fait en 10 minutes, je vous dis pas la classe. Bravo! Un petit conseil, Peter, ne te frotte pas trop à lui. Parce qu'il serait foutu de te rétrécir. Par erreur, mais il serait foutu de le faire. Le soir venu, alors que nos 3 chasseurs de revenants mangent leurs dernières économies, l'alarme du succès retentit. Et voilà SOS Fantôme sur sa première mission. Capturer un spectre qui fout le brin au 12e étage d'un hôtel de luxe. Comptez sur nous. Avec nous, vous avez affaire à des pros. Vous savez qu'on n'a jamais vérifié que notre équipement était parfaitement fiable. On va pas s'en faire parce qu'on porte en toute illégalité des accélérateurs nucléaires sur nos combinaisons. Et bah je crois qu'on a la preuve qu'on peut être diplômé et ne pas être professionnel. Comme quoi c'est pas incompatible. Alors Ray est le premier à tomber sur le fantôme. Apparemment c'est une boule de glaire verdâtre qu'on connaîtra un jour sous le nom de Slimer. Alors je sais qu'en français c'est bouffe-tout, mais personnellement je préfère Slimer. Donc il lui balance une salve de protons, mais il lui échappe, et va faire un bisou baveux avec Man. Il m'a tout englué. J'aimerais pas que ça m'arrive. Ah c'est clair, moi non plus. Hein. En plus ça doit passer dans les vêtements, ça doit dégouliner et tout là. Puis t'imagines tu fais une réaction allergique? Tu sais genre t'as des plaques rouges où tu te mets à gonfler là. Oh. Il saccage la salle de réception où il s'est planqué à coups de charge de packs de protons et de déménagement sommaire. C'est moi, c'est ma faute. Mais ça fait rien, la table a amorti la chute. Mais ils finissent par le choper et le piéger. Attends, j'ai oublié un truc. Ah oui, juste avant de l'attraper, Egon leur fait une recommandation essentielle. Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi? Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Effectivement, c'est bon à savoir, ce serait dommage de faire péter la planète parce que vous vous êtes fait virer d'une fac. La vache, le bordel derrière. Franchement, j'espère que l'hôtel a une bonne assurance. Hein. Ah bah oui, et puis il y a la note à payer du coup. 5 000 $, dites-vous. J'étais loin d'envisager une somme pareille et je ne paie pas. Mais tant pis, dans ce cas, on va le relâcher, c'est tout. Raymond. Bien sûr, tout de Merci. suite, professeur McMahon. Non, non, non! Ah bah le nucléaire c'est efficace, mais ça coûte cher.
Suite à ça, SOS Fantôme devient un phénomène, aux États-Unis. Manifestement, il n'y a pas de fantômes dans le reste du monde. On parle d'eux partout, à la radio, à la télé, et il n'y a pas que des désavantages à capturer les fantômes, hein. Bon, chacun ses fantasmes. Comme il y a beaucoup de boulot, ils embauchent un 4e chasseur de fantômes, Winston. Et franchement, l'entretien d'embauche a une drôle de gueule. Que vous croyez aux ovnis, à la métapsychique, à la télépathie, à la médiumnie, à la clairvoyance, au spiritisme, au mouvement télékinésique, à la transe des mégagnomes, au corps astral, aux monstres du Loch Ness et au mythe de l'Atlantide. Avez-vous de l'expérience avec les fantômes? Non, mais jusqu'ici, je gagnais 1300 € par mois. Et alors? Bah alors, à partir du 6 du mois, quand tu vis avec le fantôme d'un salaire, bah oui, t'as de l'expérience. Aïe. De son côté, Peter retourne voir Dana pour lui parler de ce fameux Zool. Et apparemment, c'est le serviteur d'un dieu sumérien appelé Gozer. Mais bon, dans l'idée, ça l'intéresse qu'à moitié. Donc il reprend son plan de drague, mais cette fois, Dana accepte de dîner avec lui. L'augmentation des apparitions d'ectoplasmes dans New York inquiète Egon. Et pour cause, l'armoire de stockage est pleine à craquer. Et a priori, il y a encore plein de fantômes à capturer. Je me fais du souci, c'est archi plein là-dedans. Et mes données sont formelles, il y a du gros gibier à l'horizon. Disons que ce petit cake représente la quantité normale d'énergie psychokinésique dans le secteur de New York. Notre petit cake va atteindre 12 mètres de long pour un poids de 300 kilos au bas. Et dis-lui pour le petit cake. C'est quoi le petit cake? Ah, sinon ils ont qu'à construire une 2e armoire de stockage. Non? C'est quoi une armoire de stockage? Les gars? T'es sérieux là? C'est une armoire de stockage, c'est pour stocker. Mais il est vraiment con ce mec. Il nous a insultés là, non? Mais un problème plus important encore se pointe. Walter Penn, un membre de la commission de protection de l'environnement de New York. Et il s'intéresse de près à l'activité de nos héros. Manque de bol, il tombe sur Vecman, qui se fout volontiers de lui, et l'envoie balader. Où vous descendez avec moi, et je vois tout. Où c'est la commission rogatoire? Revenez avec votre commission, et aussitôt je vous attaque pour procédure injustifiée. Alors si j'étais toi, Peter, je ferais quand même attention. Parce que c'est le genre de mec qui est capable de vendre ta famille à un terroriste allemand. Le soir venu, 2 statues de gargouilles situées sur le toit du bâtiment où vit Dana se vident de ses occupants. L'un attaque Dana, tandis que l'autre s'en prend à Louis alors qu'il organisait une petite fête. Qui a envie de jouer au Monopoly? Alors, qui a amené le chien? Et c'est ainsi qu'une catastrophe aux proportions bibliques se met en marche. Parce que Zool et son acolyte Vince Clorto sont respectivement le cerbère de la porte et le maître des clés nécessaires à l'entrée de leur maître Gozer dans notre monde. Peter se pointe tranquillement dans l'espoir de dîner et plus ses affinités, mais il tombe sur une Dana un petit peu transformée. Désirez-vous ce corps qui brûle? Prends-moi tout de suite, sous-créature. Heureusement, grâce à Zool, il en apprend un petit peu plus sur le monde de Gozer pendant que la police amène Louis à Egon. Ils comprennent que jouer les entremetteurs entre ces deux-là, c'est pas une très bonne idée, sauf que l'intervention de Penn va redistribuer les cartes. Équipé de tout un tas de commissions rogatoires, d'un flic et d'un agent de maintenance, il ordonne de couper l'alimentation de l'armoire de stockage. Egon et Vecman tentent de l'en empêcher, mais l'autre dingue veut rien savoir. Mais réfléchissez, c'est un laser à haute tension qui commande le système. Couper le courant, c'est comme si vous balanciez une bombe sur cette ville. Effectivement, l'armoire de stockage explose, ce qui libère tous les fantômes qui foutent la pagaille dans New York et qui convergent vers le toit du bâtiment de Dana, dont l'appartement vole en éclats. À cause de Penn, l'équipe est arrêtée pendant que le maître des clés rejoint Zool, avec qui il va préparer l'arrivée de Gozer. Eh bah, c'est pas si mal que ça d'être possédé, dis donc. Non, je déconne, hein. Mais à qui tu parles? Au potentiel fantôme qu'on pourrait avoir dans la maison. Et tu crois fantôme? Non. Bon, on sait jamais. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! En prison, Ray explique que le bâtiment où vit Dana a été construit avec des matériaux spécifiques qui en font une vraie antenne à fantômes. Ta petite amie habite un duplex au beau milieu de la foire aux fantômes. Et Egon ajoute que son architecte, Ivo Chandor, l'a fait dans le but de faire venir Gozer pour détruire l'humanité. Comme New York est en proie à la panique, le maire les demande dans son bureau. Penn les y attend et fait tout pour les planter, sauf que Vecman est un vrai filou.
Où vous croyez, monsieur Pin? Penn, mon nom est Penn. Où je vous conseille de prendre conscience que nous allons vers une catastrophe aux proportions bibliques. Et si tout ça c'est faux? Et si c'est faux, pas de cataclysme, on ira en tôle, bien gentiment et bien content. Seulement, si c'est vrai, Toi, et toi seul, auras sauvé la vie de millions d'électeurs inscrits. Mais bon, c'est pas la politique qui va ramener les fantômes chez eux, ni la religion d'ailleurs. Alors, escortés par la police, SOS Fantômes se rend au pied du bâtiment, acclamés par la foule. Sauf que Gozer les attend aussi. Heureusement, pas de bobo. Alors c'est le moment de foncer les mecs. où on en est là? À mon avis, entre 10 et 20. Bon, ils arrivent sur le toit du bâtiment sûrement 20 minutes après et assistent à la transformation de Dana et Louis en chiens de l'enfer et à l'ouverture d'une gigantesque porte qui laisse entrer Eurythmics. C'est Gozer. Mais je pensais que c'était un mec. Ça prend la forme que ça veut. En même temps, c'est vrai que c'est pas simple de donner un genre à une entité divine. Ray lui prie gentiment de rentrer chez elle, enfin chez lui, enfin de se barrer quoi, et Gozer lui pose une question désormais célèbre. Es-tu un dieu? Et comme il est honnête, Gozer leur balance un coup de Palpatine. Mais manifestement galvanisé par la Paranormal Electricity, l'équipe sort les pétards et grille la moumoute acrylique et ce qu'il y a en dessous. Ça me paraît trop simple, ça peut pas se finir comme ça maintenant. Pourquoi? Tu crois qu'il va y avoir un deuxième calamar? Non, t'es pas sur le bon film là. Il y a le compteur qui a toujours la bougeotte. Oh non. Quoi? Ah, je savais que c'était trop simple. Donc, Gozer, maintenant devenu un nuage, demande au groupe de choisir la forme qu'il doit prendre pour les tuer et détruire le monde. Choisissez l'apparence de votre destructeur. On pense à rien. Rien du tout. Hé, il y a plein de meufs à poil qui viennent vers nous là. C'est toi qui as pensé à ça? Oui. Vecman essaie de leur faire penser à autre chose, mais ça fait jboum dans la tête de Ray. Eh oui, c'est bien le biba d'homme chamal. Donc la forme ultime de Gozer est choisie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça sort de l'ordinaire. Comme le cramer à coups de proton, ça a pas l'air de lui faire grand chose à part le foutre en rogne, Egon propose de croiser les effluves. Il faut croiser les effluves. Excuse-moi, Egon. T'as dit que croiser les effluves, c'était mal. Bon, après, ils ont pas des masses d'options, hein. Alors ils tentent le coup, et la chance infime se révèle être la bonne. La porte et Gozer sont détruits. Le toit explose et tout rentre dans l'ordre. Par chance, Dana et Louis sont retrouvés dans les corps pétrifiés des chiens de l'enfer, et l'équipe repart le temps du générique comme si leur journée de boulot était tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il y a du chamallow à 1 km à la ronde, la route est ouverte en deux, le toit d'un building de New York a explosé, et Slimer est encore en liberté. On a fait nos 35 heures, tout va bien. Alors? Il y avait quoi dans votre verre? Ne répondez pas. Il faut qu'on aille chez vous. On doit savoir à quelle menace on a affaire. Pas de problème, ma voiture est garée devant. Bon, allons-y. ADD, Yeah. prépare le matos, on y va. Ok, c'est parti, patronne. Par contre, comment ça se passe pour le paiement? Ah oui, tiens, comment ça se passe pour le paiement alors Parce que j'ai pas beaucoup de sous, mais je peux payer en nature. Je fais des confitures et des compotes. Si vous voulez, j'en ai là à l'abricot. Si ça vous va. Alors, tu préfères l'argent ou manger l'abricot de madame? C'est une question piège. Excusez-moi, pardon, si on pouvait aller un petit peu plus vite, ce serait pas mal. Ah, tu pourrais être un peu plus aimable quand même, hein. Bon, ça s'est passé où? Dans le salon. C'est le DVD dont vous parliez? Oui, j'étais sur le canapé quand ça s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette matière là? C'est vous qui avez mis ça dessus?
Ah non. Non, c'est pas elle. Quand le fantôme rentre en contact avec quelque chose, il laisse un résidu ectoplasmique qui s'appelle le slime. Et ça ressemble à ça. Et après être sorti du DVD, il a fait quoi notre fantôme? Ah ça j'en sais rien du tout, moi je suis partie en courant. Vous mangiez quelque chose? Oui, je prenais l'apéro. Toute seule? C'est bien triste. Oui. Et en plus de ça, notre fantôme est gourmand. Ouais, et mal élevé, il a pas nettoyé derrière lui. Bon, on va commencer les recherches. On va voir s'il y a du slime ailleurs. Ouais, c'est une bonne idée ça, je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose aux toilettes. Alors, étant donné qu'on parle d'un film qui est un monument de la pop culture des années 80, il y a énormément de choses à dire. Alors laissez ce que vous faites de côté, sortez du RER, sortez des toilettes, laissez la vaisselle, prenez un plaid, une tasse de lait chaud, ou alors une verveine ou un thé, n'importe comment, et mettez-vous confortablement dans le canapé. Tant que vous n'êtes pas prêt, je ne démarre pas. Comme si tu pouvais voir les gens chez eux. Mais évidemment que je peux les voir. Tiens, regarde. Tiens, qu'est-ce que je disais? Il y en a plein sur les toilettes. Ah, il y en a sous la douche aussi. Bonjour madame. Aïe, 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 ouais, il y en a plein dans les transports, c'est un truc de ouf. Eh, courage les gars. Hein. Ah, train bloqué pour rupture caténaire. Eh ben ceux-là, ils vont pas regarder la vidéo tout de suite. Hein. Il y a plein de gens à poil aussi. On doit être regardé au Cap d'Agde, je pense. Bon bah écoute, laisse tomber. Hein. Personne sera prêt à temps. Autant commencer. Remontons le temps jusqu'en 1975. La télévision américaine voit débarquer sur NBC le Saturday Night Live. L'émission, diffusée en live, voit chaque semaine une célébrité invitée à se prêter au jeu d'une équipe d'humoristes qui parodie les émissions télé, les films et la société américaine. Et dans la première fournée d'humoristes-auteurs qu'a compté le Saturday Night Live, se trouvait Dan Aykroyd. Avec ses comparses, il a créé de nombreux sketchs et personnages très populaires, comme la famille Tête de Cône, les frères Slovaques et les Blues Brothers, qu'il a créé avec son meilleur ami de l'époque, John Belushi. En 1981, après le succès du film Les Blues Brothers, Aykroyd commence à travailler sur un scénario parlant de paranormal et de fantômes. Un domaine qu'il connaît très bien, puisque son grand-père invitait souvent des médiums dans la maison familiale et tenait un carnet où il notait toutes les expériences dont il était témoin. Quant à son père, Peter Aykroyd, il a écrit un livre sur le sujet. Il a d'ailleurs dit dans une interview que le paranormal est considéré comme une pseudo-science, alors que des chercheurs très sérieux se sont penchés sur le sujet, et que les preuves de télékinésie et de télépathie existent. Certaines ont d'ailleurs été enregistrées. Et il affirme d'ailleurs avoir lui-même vécu des expériences paranormales. Alors personnellement, j'y crois pas une broque, mais je laisse toujours une porte ouverte au doute. On sait jamais. Et le casting de tête qu'il envisageait en 1981 était constitué de John Belushi, Eddie Murphy et lui-même. Mais lorsque Belushi fut retrouvé mort des suites d'une overdose en 82, il changea son scénario et le proposa à Ivan Reitman. La première version se passait dans un futur où les chasseurs de fantômes sont aussi courants que les plombiers ou les pompiers, et ils voyagent à travers le temps pour traquer des fantômes qui viennent dans notre monde grâce à des déchirures dimensionnelles causées par des micro-ondes. Ce à quoi Ivan Reitman a répondu: non bah écoute, je pense que le film on peut le faire, hein, y a pas de souci. Hein. Ah ça c'est cool ça, Ouais. ça c'est bien ça. Non, non. Par contre, là, le seul truc, c'est que je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit remaniement au niveau du scénario. Bon, pas grand-chose. Ce qu'on va faire, c'est que on va garder ça, et le reste, on le jette. D'accord. L'idée originale de Dan Aykroyd était financièrement infaisable. Mais Ivan Reitman a voulu garder l'idée de présenter le métier de chasseur de fantômes à ses débuts à notre époque, plutôt que de le montrer comme un métier déjà établi et réputé dans le futur. Pour réécrire le scénario avec Dan Aykroyd, Ivan Reitman a fait appel à Harold Ramis, avec qui il avait travaillé sur 2 de ses films. Mais le temps pressait, parce que Reitman a demandé au culot un budget de 30 millions de dollars au producteur Frank Price, qui a accepté, à condition que le film sorte pour juin 1984, soit 13 mois plus tard. Et 13 mois, c'est court, donc pas le moment de traîner. Une fois le scénario fini, il a fallu s'occuper du casting. Aykroyd conserva son rôle, Harold Ramis rejoignit le casting, Bill Murray, un autre phénomène du Saturday Night Live, remplaça John Belushi, Ernie Hudson fut choisi pour incarner le 4e Ghostbusters, ce qui à la base n'était pas prévu, Louis Tully, qui devait initialement être joué par John Candy, fut proposé à Rick Moranis, et c'est Sigourney Weaver qui insista pour avoir le rôle de Dana, puisqu'elle voulait casser son image d'actrice sérieuse et jouer dans une comédie. Et pour la petite anecdote, sachez que c'est Sigourney Weaver qui a demandé à ce que son personnage soit possédé.
Parce qu'à la base, c'était pas prévu. Et pour les persuader, elle a fait le chien. Elle a grogné, aboyé, elle est montée sur le canapé. Mais ils ont retenu l'idée. Ne fais pas la blague, s'il te plaît. Donc, Non, on peut dire que t'as pas intérêt. qu'elle a eu son rôle en se mettant à quatre pattes. C'est pas possible, ça. Ensuite, le tournage a démarré, et il a été intensif. Le film était tourné le jour, monté la nuit, les scènes montées étaient ensuite envoyées au département des effets spéciaux, qui ajoutait ses effets, refaisait le montage, et renvoyait les scènes finies. Curieux de savoir comment le public allait réagir, Ivan Reitman a programmé une projection test, mais sans effets spéciaux. Et malgré les trous, le public a été ultra réceptif. La publicité pour SOS Fantôme a été tournée en premier, et elle est volontairement ridicule. Et tout est pensé jusqu'aux petits détails. Les prises de vue, caractéristiques des pubs, Egon qui cherche sa marque au sol pour se placer devant la caméra, et même le fait de répéter ensemble le slogan est drôle. De son côté, Bill Murray improvisait très souvent, à tel point que c'est compliqué pour l'équipe technique de dire quels étaient les dialogues prévus et ce qu'il a improvisé. Que ce soit ça, On est venu, on l'a vu, il l'a eu dans le cul. ou ça, Ça les horripile. J'adore les faire souffrir. ou même le coup du crunch, tout ça vient de son esprit fertile. D'ailleurs, il y a plus d'une fois où il a fait craquer l'équipe technique et Sigourney Weaver. Sachant que lui et Aykroyd venaient du Saturday Night Live, Ivan Reitman savait qu'ils étaient capables de bien improviser. Alors il les a laissés faire. Pour la séquence qui se passe au pied de l'immeuble de Dana, ils ont demandé à la ville de fermer toute la rue, ce que les habitants ont pas vraiment kiffé. Mais voir passer dans leur rue cette drôle de voiture a attiré leur curiosité, et ça a fait monter l'intérêt du public pour le film. Le film qui a failli ne pas s'appeler Ghostbusters, à cause de droits d'auteur. Il y en avait déjà à cette époque-là. Ouais. Et le pire, c'est que c'était déjà Universal qui posait problème. Universal avait produit une série qui s'appelait Ghostbusters, et comme ils en vendaient les droits pour une somme abusive, la Columbia s'est rabattue sur Ghostbreakers. Mais au cas où, Frank Price leur a demandé de tout filmer en double. Un coup avec Ghostbusters, et un coup avec Ghostbreakers. Et c'est en entendant la foule scander vers la fin du film que l'équipe s'est dit « il faut vraiment avoir ce nom ». Mais dans les hautes instances, c'était un peu le bordel, parce que la marque Coca-Cola a pris la direction de Columbia, et un peu fâché de l'avoir cassé les pieds pour un oui ou pour un non, Frank Price a foutu le camp. Mais il a atterri chez Universal. Donc il a cédé les droits d'utilisation de Ghostbusters pour que le projet soit mené à bien. Après ce cours d'histoire contemporaine, abordons l'analyse directe. Même si je sais que je vais pas vraiment être objectif, vu que j'adore ce film. On dira ce qu'on voudra, mais malgré les rides et le temps, le film vieillit bien. Comme Retour vers le futur, il a tout. Un scénario original qui tente du jamais vu, avec ce qu'il faut d'informations et de place à l'imagination pour que les gens y croient, un casting aux petits oignons, des effets spéciaux réussis malgré l'âge, un excellent dosage entre l'humour, la science-fiction et le fantastique, un peu de frisson, de l'aventure et une bande originale absolument géniale. Sans rire, tout est classique. Les tenues, les armes, la voiture, la chanson, même Slimer. Ce qui est intéressant, c'est que le film dépeint l'équipe comme un groupe de mecs qui fait un boulot semblable à celui de Dératiseur, mais pour les fantômes. Ils font ça nonchalamment avec la clope au bec. Et comme leur entreprise démarre, tout est à l'état de prototype. Les packs de protons ont même pas été testés, les systèmes de détection de fantômes ou d'études du paranormal en sont à des phases de test, le système de lecture cérébrale qui est concrètement une passoire avec des pièces électriques dessus, bref, tout ça, ça sent le système D. Par contre, un truc qui m'a été soufflé par un membre de Ghostbusters Project, c'est qu'on ne connaît pas l'origine du matériel, on ne sait pas comment ils ont fait pour le fabriquer, et surtout on ne sait pas comment ils ont fait pour trouver des éléments pour faire fonctionner des appareils nucléaires. Parce que, autant le film de 2016, qui n'existe pas, est mauvais à mon sens, autant l'origine et les phases de test du matériel apportaient un petit plus à l'histoire. Mais bon, comme personne n'a jamais fabriqué un pack de protons et qu'on sait pas à quoi ça pourrait ressembler ni comment ça marche, on peut penser que le matos tient la route. Dan Aykroyd a imaginé l'utilité et la fonction de chaque organe des packs, du piège et même de la voiture. Rien n'est laissé au hasard. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont comme véhicule pour traquer les fantômes? Un corbillard. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait ça apporte de la consistance au film. Les personnages aussi ont leur utilité. Ray a beau être un scientifique, il est gamin dans sa tête. Chasser des fantômes, ça lui plaît. Et franchement, c'est marrant, parce qu'il est mignon quand il s'amuse. On devrait rester là, cette nuit, dormir ici, pour l'essayer, quoi. Egon, à l'inverse, est la caution sérieuse et haut perché scientifiquement du groupe. Celui qui sourit peu, qui est toujours très sérieux, bourré d'informations, et qui calcule tout le temps. Il a des moments amusants, mais sans en faire des caisses, et surtout malgré lui.
Et vous, qu'est-ce qui vous branche? Je collectionne sport, moisissures et amanites. Initialement, Egon devait avoir une histoire d'amour avec Janine, mais ils ont préféré laisser planer un sous-entendu plutôt que de l'afficher clairement. Il fallait mieux laisser ça à Venkman et Dana. Et encore, c'est plus 1h30 de tentative de Peter de sortir avec Dana qu'une vraie histoire d'amour. D'ailleurs, Dana a beau être une demoiselle en détresse, elle n'en reste pas moins une femme forte avec du caractère. Venkman, de son côté, c'est bien sûr le clown du groupe. Toujours la bonne phrase au bon moment, les grimaces, les sarcasmes, bref, c'est Bill Murray. Venkman, fais un prélèvement. Oh, c'est du vrai. C'est plus fort que toi, hein. Dès qu'un mec se mouche, faut que tu gardes la mordre. J'adore le fait qu'il ne croit pas aux histoires de Ray et d'Egon au début, mais qu'après avoir eu une expérience avec la vieille femme dans les sous-sols de la bibliothèque, il flaire la bonne affaire et met en marche son bagou pour vendre leurs services aux habitants de New York. Et puis, il y a Winston. Celui qui arrive à la moitié du film est à mon sens le pendant du public. Celui qui ne connaît rien au langage du paranormal, qui cherche un boulot et qui, comme le public, est largué au milieu de ces 3 zigotos qui capturent les fantômes. D'ailleurs, c'est manifestement le seul mec qui a postulé. Sans être pessimiste, moi je me méfierais. Hein. Bonjour. Bonjour, vous venez pour le poste? Oui. Mais je suis tout seul là. Ah oui. Oui, parce que vous voyez, dans notre boulot, bon, c'est pas tous les jours facile quoi. Je veux dire, il y a des fois, on peut se faire envoûter par un despote sumérien, on peut être recouvert de slime par une grosse bouse volante dégueulasse. Même des fois, on peut détruire le monde rien qu'en pensant à la mascotte d'un paquet de bonbons. Alors du coup, les gens se précipitent pas vraiment pour être embauchés quoi. Sinon, que ce soit Louis, le comptable insupportable, invasif et maladroit, Janine avec sa voix de crécelle et son caractère bien trempé, ou le casse-bonbon de Penn, qui mérite une bonne paire de baffes tellement il est infernal à vouloir absolument planter les SOS fantômes, tous les personnages secondaires sont excellents dans le jeu et dans l'écriture. Et à la demande de Dan Aykroyd, John Bellucci est aussi dans le film, sous les traits de Slimer. C'est ce qu'il voulait lorsqu'il a réécrit le scénario, que son ami soit encore présent parmi eux. Alors oui, c'est vrai, le film a vieilli, le scénario peut paraître un peu désuet parce que des films de fantômes, on en a eu plein depuis, et puis l'humour aussi, c'est subjectif, mais le fait est que rares sont les films à avoir autant marqué l'histoire du cinéma qu'SOS Fantôme. Parce qu'à l'instar d'un autre film avec un logo rond dans lequel il y a des monstres, le logo de SOS Fantôme est plus qu'un sigle sur une affiche, c'est une marque. Et la franchise comprend aujourd'hui 2 autres suites, bon d'accord, 3. 2 séries animées, des jeux vidéo, des jeux de société, des bandes dessinées, des lignes de vêtements, des goodies à foison, des attractions, sans oublier les millions de fans à travers le monde qui achètent ou fabriquent des répliques du film pour des cosplays ou pour le plaisir de collectionner. Comme nos amis de chez Ghostbusters Project qui nous ont prêté leur matériel pour faire cette vidéo et chez qui on a eu l'occasion d'aller. Dis donc à ce propos, depuis que t'es passé la dernière fois, tu sais qu'il nous manque un Proton Pack? C'est normal ça? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et on dit pack de protons, putain. Alors non. Techniquement, on dit un cyclotron portable déclenché par un lanceur de particules. Ah, on s'en fout. Au passage, je vous recommande de regarder la vidéo d'un petit youtubeur qui s'appelle Joueur du Grenier sur les jeux de la licence. On sait jamais si ça peut l'aider à faire des vues. Et les fans vont tellement loin que quand Dan Aykroyd fait le tour du monde pour vendre la vodka qu'il fabrique, il se retrouve systématiquement entouré d'une Ecto 1 et d'une, voire 2 dizaines de fans habillés en chasseurs de fantômes avec toute la panoplie. Et il a même rendu visite à des fans américains qui ont retapé de A à Z l'Ecto 1 du film qui était perdu dans une casse auto. Et il a même eu l'occasion de rencontrer Zool. Le vrai Zool? Plus ou moins oui. Zool crurivastator est un dinosaure décrit en 2017 qui doit son nom au fait que les paléontologues qui l'ont découvert lui ont trouvé un air de ressemblance avec la bestiole du film. Et il est aussi connu pour être le spécimen d'ankylosauridés le plus complet trouvé en Amérique du Nord. Son crâne et sa queue sont complets et il est considéré comme un dinosaure momifié puisqu'on a retrouvé des fragments de kératine, de tissu mou et même de peau intacte. Stop! On est là pour parler fantôme, pas dinosaure. À sa sortie, SOS Fantôme a été un énorme succès qui est resté 13 semaines numéro 1 du box-office américain et a engrangé près de 300 millions de dollars de recettes dans le monde. De nos jours, il aurait rapporté plus de 830 millions de dollars, ce qui est très bien. Surtout que 30 millions de dollars à l'époque, c'était déjà un beau budget. Aujourd'hui, ça ferait environ 83 millions de dollars. Et en France, il a fait 2 936 000 entrées. Ce qui est un beau score, faut dire ce qui est. Et il n'est pas sorti n'importe quand. Il est sorti en 1984. Cette année-là, niveau grand classique, c'est un vivier. Terminator, Gremlins, L'Histoire sans fin, Il était une fois en Amérique, Police Academy, Footloose, Le flic de Beverly Hills, Les griffes de la nuit, Dune, et un petit dernier pour la route, juste pour mon plaisir, Top Secret, des Z à Z.
À l'époque, les studios les plus prisés pour les effets spéciaux étaient ILM, mais comme ils bossaient sur le second volet d'Indiana Jones, Columbia a donné 5 millions de dollars à Richard Edlund pour créer Boss Film, la boîte chargée de faire les effets spéciaux de SOS Fantôme. Parce que chez Columbia, quand on ne trouve pas d'entreprise pour bosser sur ses films, on crée ces entreprises. Ah, en fait, j'avais oublié de te dire, ça s'est arrangé pour le tournage de Carnosaur 12 au Maroc. Ah bon? Je croyais que c'était pas possible. Bah ouais, ça l'était, mais au final, on a trouvé une solution. Et t'as fait comment? J'ai acheté le pays. Alors c'est bien beau de faire le Kekos à créer sa boîte de prod, mais les effets spéciaux ça demande du temps et du savoir-faire. Heureusement, Edlund a réussi à rapatrier quelques personnes de chez ILM. Sur le budget de 30 millions de dollars, 5,6 millions ont été alloués aux effets spéciaux. À 800 000 près, c'est le budget de Terminator. Et d'après l'équipe, si la première version de Dan Aykroyd avait été retenue, le budget alloué aux effets spéciaux aurait été de 40 millions de dollars. Pour l'époque, c'est énorme. Pour les bouquins qui volent dans la bibliothèque, ils ont fait glisser les livres sur des câbles, et pour les fiches qui s'envolent, c'était des opérateurs qui soufflaient dans des tuyaux pour les faire voler. Jusque-là, c'est simple et peu coûteux. Par contre, ils ont fait la prise plusieurs fois, ce qui veut dire qu'à chaque fois, ils ont dû tout ramasser pour recommencer. Pas relou comme taf. Le résidu ectoplasmique a été fait avec du méthylcellulose, le même produit que pour faire le blob. Et j'ai appris qu'on s'en servait aussi pour faire du faux sperme dans certaines productions spécialisées. Là, je mets pas d'image, hein, parce que sinon la chaîne ferme. Mais pour revenir donc à notre sujet, est-ce que vous saviez que le mot ectoplasme a été inventé par le physiologiste français Charles Richet? C'est pas ce qu'il y a de plus important à savoir, mais pourquoi pas. Oui, bah là, après le truc du sperme, je rebondis comme je peux. Hein. Bien entendu, à l'époque, les effets par ordinateur n'existaient pas. Donc pour ajouter des effets spéciaux, l'équipe a utilisé des assemblages optiques et des incrustations par cache. Comme le film a 38 ans, c'est quand même voyant. D'ailleurs, par moments, l'image sursaute un peu, ce qui fait qu'on voit la différence avec le décor. Bon, ça n'empêche pas de profiter du film, mais on voit les limites techniques de l'époque quand même. Pour le fantôme de la bibliothèque, par exemple, ils ont filmé l'actrice sur un fond noir, ont nuancé la luminosité du plan pour donner l'impression de transparence, et l'ont rajouté par assemblage optique sur celui tourné dans la bibliothèque. Pour le moment où elle leur fout les jetons, un animatronique a été filmé sur fond noir et rajouté par assemblage. Et bien sûr, tous les plans ont été colorisés au montage final pour arborer les superbes couleurs qu'on voit là. Pour l'animation de Slimer, c'est le même principe qui a été utilisé. Sauf que Slimer bouge. Et ça complique tout. Après avoir testé près de 12 designs différents, l'équipe a fabriqué plusieurs costumes grandeur nature de Slimer. Et pour les animer, il fallait 6 personnes. Une dedans pour bouger le corps et les bras, une autre derrière qui bougeait la langue, et 5 autres qui faisaient bouger le visage et les sourcils suivant l'expression voulue pour la scène. Les 2 personnes à l'intérieur du costume étaient filmées sur un fond noir, comme pour la femme de la bibliothèque. Et pour les déplacements qu'il fait, étant donné que les opérateurs ne pouvaient pas se déplacer avec le costume, c'est la caméra qui avançait ou reculait. Pour le chauffeur de taxi, l'équipe n'a pas eu recours aux effets optiques, mais à un bon vieil animatronique, comme pour la vieille de la bibliothèque. Le fantôme qui sort de la bouche de métro a été animé grâce à la rotoscopie. Alors, j'ai pas assez étudié la rotoscopie pour en parler en détail, mais pour faire simple, c'est une technique qui consiste à dessiner les contours d'une vidéo image par image, pour en faire une version animée. Une marionnette suspendue à un câble a été filmée en action, et ensuite, chaque plan a été dessiné image par image et rajouté sur la séquence du film. Le tout a pris à peu près 3 semaines de travail pour 3 secondes à l'image. Au final, la rotoscopie, c'est un petit peu comme la drague. 3 semaines à ramer pour 3 secondes de plaisir. Pour rester dans ce qui est long et dur, il y a eu l'animation en stop motion des chiens de l'enfer. Quelle que soit la période à laquelle on l'a employé, ce procédé a toujours été long. D'ailleurs, c'est ce qui vieillit le moins bien dans tout le film. Mais pour d'autres plans, ils avaient des marionnettes à l'échelle, pour lesquelles une dizaine d'opérateurs faisaient bouger la tête, la bouche, les yeux, les cils, etc. Pour incarner la première forme de Gozer, Grace Jones et Paul Rubens ont été envisagés. Mais c'est finalement la mannequin Slavica Jovan qui a été retenue, parce que son langage corporel et l'attitude qu'elle a donnée au personnage ont beaucoup plu. Et a priori, elle a fait ses cascades elle-même. Enfin, ses cascades. Elle a tourné sur elle-même suspendue à des câbles. Mais bon, faut le faire. Les scènes du Bibendum Chamallow ont été tournées avec une maquette de la ville sur laquelle un opérateur d'1,57 m déambulait dans un costume. D'ailleurs, il y avait 3 costumes de Bibendum qui coûtaient chacun entre 25 et 30 000 $. Et ils avaient des têtes interchangeables aux expressions différentes. Certaines voitures de la miniature étaient téléguidées, et comme l'une d'entre elles percute une bouche d'incendie, ils ont utilisé du sable pour simuler la fuite d'eau qui en résulte. Certains plans, notamment celui où ils marchent sur l'église, ont été tournés sur fond bleu et incrustés sur les plans réels. Et ouais, effectivement, ça a pris un coup de vieux quand même.
Pour le moment où la tête du bibendum grille lorsque Gozer est vaincu, ils ont fabriqué une miniature du toit du bâtiment avec la tête du bibendum, l'ont cramé et ont accéléré le plan pour la version finale. Pour son explosion, ils ont utilisé 1900 litres de mousse à raser. Et dans cette scène, c'était initialement 45 kg de mousse qui devait tomber sur William Atherton qui joue Penn. Mais que ce soit de la plume ou du plomb, 45 kg, c'est 45 kg. Alors William Atherton a demandé à ce qu'on fasse une répétition avec un cascadeur, et pour le coup il a eu raison. Parce que le mec a été littéralement assommé. Donc, ils ont recommencé la scène, mais cette fois en enlevant 10 kg de mousse à raser. Et ça a donné le plan qu'on connaît aujourd'hui. Baignant dans le jargon paranormal depuis tout petit, Dan Aykroyd a fait des demandes précises pour le matériel des chasseurs de fantômes. Chaque bouton, chaque câble, chaque écran a une fonction précise. Mais le matériel a légèrement évolué, puisque à la base, il avait pensé les packs de protons comme des armes se portant au poignet. Mais il s'est avéré plus judicieux d'en faire des fusils, enfin, un genre de fusil, qui tire un lasso de particules. Ils ont de la gueule, on peut le dire, sauf qu'ils pesaient 1 tonne. Et d'ailleurs, Bill Murray les détestait pour ça. Les effluves ont été créés à partir de dessins de couleurs différentes et de formes d'ondes différentes. Le lasso orange qui attrape les fantômes avec une aura rouge autour et les décharges électriques bleues cernées de violet. Le PKE devait à la base être un détecteur de métaux, mais c'est plus simple d'utiliser un appareil qui tient dans la main. Et le plus drôle, c'est qu'ils sont partis d'une polisseuse à chaussures pour le fabriquer. Comme quoi, tout est utilisable pour faire des accessoires. Dans un premier temps, ils avaient pensé faire une armoire de stockage vitrée, à travers laquelle on aurait pu voir les occupants. Mais de peur que les gens plaignent les fantômes d'être enfermés, ils ont opté pour un gros système de stockage avec des loupiottes. Et pour le fonctionnement du piège, ils ont même poussé la réflexion très loin, puisqu'ils ont imaginé une explosion d'énergie qui permet d'attraper le fantôme et une implosion qui le ramène dans le piège. Ça peut avoir l'air anodin dit comme ça, mais c'est vraiment la preuve que tout a été réfléchi et que tout est à une place pour une bonne raison. Pour l'attaque de Dana, l'équipe a placé le meuble sur un faux plancher par lequel 3 marionnettistes, équipés de prothèses, passaient leurs bras dans des logements prévus pour attraper Sigourney Weaver. Et la lévitation a été rendue possible grâce à un système serré autour de son ventre et relié à un bras. Le même outil a été utilisé pendant la scène de rêverie de Ray, scène qui devait d'ailleurs être dans une scène coupée, où lui et Winston allaient capturer un fantôme dans un cimetière. Tous les décors extérieurs ont été tournés à New York, et les décors intérieurs à Los Angeles dans les studios de Burbank. Sauf pour la caserne. Les plans extérieurs étaient bien ceux d'une caserne new-yorkaise, qui est d'ailleurs toujours en service, mais l'intérieur est celui d'une caserne désaffectée de Los Angeles. Le plateau sur lequel a été tournée la fin sur le toit du bâtiment était le plus grand du monde à l'époque. Une peinture de New York était posée tout autour à 360 degrés, et pour l'éclairage, ils ont utilisé des centaines de lampes qui chauffaient tellement qu'il a fallu couper les alarmes incendie du bâtiment, et utiliser des générateurs supplémentaires parce que la capacité d'électricité du studio n'était pas suffisante. Tous les autres plans du toit, qu'ils soient en contre-plongée ou à hauteur, étaient soit un building de New York auquel ils ont ajouté des étages par trucage optique, ou alors une miniature de plusieurs mètres de haut. Et pour finir, parlons du véhicule emblématique du film, l'Ecto 1. Alors, en furetant sur internet, j'ai vu que pas mal de gens la désignaient comme une Cadillac Eldorado. Sauf que Dan Aykroyd, dans le making-of du film, la désigne comme étant une Cadillac Miller Meteor Futura de 1959. Et il n'y avait qu'une seule Ecto 1 sur le tournage, donc il a fallu faire extrêmement attention quand il la conduisait dans les rues de New York. En plus, elle était capricieuse et tombait souvent en panne. Et ça se comprend vu le bordel qu'ils ont rajouté dessus. Là encore, Dan Aykroyd a pensé les moindres détails de la voiture, et chaque accessoire a une fonction précise. Malheureusement, on les voit jamais en fonction. Heureusement que cette erreur a été corrigée dans le jeu de 2009. Et le petit truc en plus qui fait que la voiture est emblématique, c'est ça. Ah, le pied. Tiens, tant qu'à parler son, parlons musique. En règle générale, quand on dit SOS fantôme aux gens, très rapidement ils chantent ça. Et en même temps, quelle putain de chanson. Dans le film, il y a quelques chansons bien kiffantes. Mais Aykroyd et Reitman voulaient un thème principal qui annoncerait la couleur du film. Ils ont alors demandé à Ray Parker Jr. de le composer et ils lui ont dit « il faut qu'on entende Ghostbusters ».
Et le succès a été aussi colossal que celui du film, puisqu'elle a été en tête des ventes dans une dizaine de pays, et s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires en France et aux USA. Mais même si la chanson est géniale, elle a un petit peu éclipsé le talent du compositeur de la bande originale. Élève du compositeur américain de musique classique Aaron Copland, Elmer Bernstein s'est illustré en composant les bandes originales des 10 commandements de Cecil B2000, des 7 mercenaires, de plusieurs films de John Wayne, comme 100 $ pour un shérif et Le Dernier des Géants. Ensuite, il a beaucoup travaillé sur des comédies comme American College, Y a-t-il un pilote dans l'avion, Les Blues Brothers, Un fauteuil pour deux, et aussi Le Loup-garou de Londres. Bon, je sais que c'est pas tout à fait une comédie, mais un peu quand même. Et après SOS Fantôme, il est revenu à des films plus sérieux, comme Taram et le Chaudron Magique des studios Disney, Les Seigneurs de Harlem, ou encore Les Nerfs à vif et À tombeau ouvert de Martin Scorsese. Et autant dire que son travail est génial, parce que tout le monde connaît la chanson de SOS Fantôme, mais peu de gens en connaissent la musique. Ce thème qui sonne comme nonchalant, léger et drôle, mais qui est en même temps sérieux et un peu mystique. La menace principale, Gozer et ses sbires, a elle aussi un thème. Celui du destructeur ultime, qu'on ne peut pas vaincre. D'ailleurs, il y a une transition qui parle pour le film. Lorsqu'ils choisissent de prendre la caserne, la musique joue le thème de l'équipe. Et avec l'enchaînement sur l'immeuble où vit Dana, le thème de Gozer est joué. Et ensuite, c'est le thème de Dana qu'on entend. On est sur de la narration musicale, et c'est génial. Le thème de Dana est très beau, très doux, plein de bonté et d'espoir. Je sais pas s'il a été pensé comme ça, mais c'est ce que ça m'inspire. Et lui aussi est empreint de cette touche mystique qui est traduite par des sons de ce genre. Il y en a tout le long du film, et c'est clairement le meilleur moyen de parler de fantômes en musique. Je pense que n'importe qui regarde cette vidéo, si vous avez tenu jusque-là, imagine quelque chose de spectral et de fantomatique en entendant ce genre de son. Alors pendant longtemps, j'ai cru que ces sons, il les avait fait avec un thérémine. C'est un espèce d'instrument improbable qui se joue comme ça. Mais en fait non, il les a composés avec les ondes Martenot d'un clavier du 19e siècle. Mais il a aussi utilisé des instruments à cordes pour les intonations fantomatiques, comme lorsque l'équipe fait face à Slimer, ou quand il découvre l'ectoplasme dans la bibliothèque. Là, la musique est tellement dans la narration qu'on devine la matière qui dégouline à travers la musique. Du point de vue mise en scène, on peut noter que beaucoup de plans ont été faits à la Steadicam. Pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'une caméra posée sur un stabilisateur, harnachée au caméraman et qui permet de faire des plans en mouvement très fluides et sans soubresaut. Et aujourd'hui, le système a été remplacé par le Ronin. Et d'ailleurs, on en a acheté un. Je sais même pas comment il marche ce truc. Et ça donne des plans en mouvement où les interactions entre les personnages se font sans coupure dans leur déplacement. On suit l'intrigue avec eux et découvre les choses en même temps qu'eux. Comme lorsque Ray court à la recherche de Vecman qui hurle en voyant Slimer foncer sur lui. Il y a plein de petits détails de jeu que j'ai mis des années à remarquer et à comprendre, et qui d'ailleurs sont très drôles. Quand Egon branche le pack de protons de Ray par exemple, il se décale comme si ça allait le protéger d'une hypothétique explosion. C'est un petit détail, mais moi ça me fait rire. Pareil lorsqu'ils font la facture pour la capture de Slimer. Vecman jette un œil à Egon pour savoir quel montant proposer, et celui-ci les lui indique avec les doigts. C'est discret, c'est le genre de choses qu'on voit au 5e visionnage, mais c'est ce qui fait que le film est sympa. Les changements de ton dans la narration du film sont intéressants aussi. Quand ils cherchent le fantôme dans la bibliothèque, la scène est plutôt claire, l'ambiance est légère, mais elle s'assombrit quand ils sont face au fantôme. Plus loin dans le film, après que Peter ait expliqué à Dana pourquoi des bestioles vivent dans son frigo, on quitte une ambiance détendue et légère pour glisser lentement vers l'angoisse de Dana qui est attaquée et possédée par Zuul.
Et même si l'ambiance générale du film est légère, il y a quand même quelques scènes qui sont flippantes et une ambiance assez sombre. Et la petite touche qui rend le film génial, c'est le casting. Et je vais commencer en parlant de mon acteur préféré, Bill Murray. Bill Murray me fait beaucoup rire. J'adore ce mec parce qu'il a une espèce de flegme et de nonchalance qui donne l'impression qu'il se fait chier partout où il va. Après avoir été révélé au Saturday Night Live, il a connu la célébrité avec des films comme Le Golf en folie, Les Bleus et Tootsie. C'est d'ailleurs sur Le Golf en folie qu'il s'est lié d'amitié avec Harold Ramis. Et c'est SOS Fantôme qui a assis sa popularité. Il a joué dans beaucoup de comédies comme La Petite Boutique des Horreurs, Un Jour Sans Fin, Osmosis Jones, Charlie et ses drôles de dames, Space Jam, et bien sûr toutes les suites d'SOS Fantôme. Il s'est illustré dans des registres très sérieux, en jouant dans tous les films de Wes Anderson à partir de Rushmore, en jouant pour Sofia Coppola dans Lost in Translation. Il a aussi joué dans 4 films de Jim Jarmusch, dont l'excellent The Dead Don't Die, Poisson d'avril. Il a joué dans Monument Men de George Clooney. Il a prêté sa voix à des personnages animés, comme Garfield, Baloo dans le film de 2016, et à Peter Venkman dans le jeu SOS Fantôme. Harold Ramis était à la base scénariste, mais rapidement il a joué et réalisé. Bien sûr, on le connaît en tant qu'Egon Spengler, mais il a aussi joué dans Un Jour Sans Fin, qu'il a réalisé et qui est un excellent film. Il a joué un médecin dans Pour le pire et pour le meilleur avec Jack Nicholson et Helen Hunt, que je vous conseille parce que c'est aussi un excellent film. Et il est apparu dans des comédies comme En Cloque, Mode d'emploi et L'an 1 des débuts difficiles, qu'il a aussi réalisé. D'ailleurs, dans ses réalisations, on peut compter Mes doubles, Ma femme et moi, avec Michael Batman Keaton, les 2 Mafia Blues et quelques épisodes de The Office. Et il est malheureusement mort en 2014 des suites d'une longue maladie. Et sur le tournage d'Un Jour Sans Fin, lui et Bill Murray se sont sévèrement pris la gueule, à tel point qu'ils se sont plus adressé la parole pendant des années. Jusqu'à ce que Murray apprenne qu'il était gravement malade et donc qu'il s'est pointé chez lui, il a fait la paix avec lui et au final, quelques temps après, il est mort. Et il lui a rendu un vibrant hommage pendant les Oscars de 2014. Et mine de rien, c'est un peu triste parce que même si on se prend la gueule pour des broutilles, la vie est trop courte pour plus parler pendant 20 ans. Dan Aykroyd, je sais pas si j'ai vraiment besoin de le présenter vu tout ce que j'ai dit sur lui. Et puis, de toute façon, on le reverra quand on parlera d'évolution. Ah si, quand même, il parle français avec un accent québécois. Ma mère est une belle Canadienne française de Saint-Eugène, Ontario, mais mon français, c'est le français de Québec, c'est dur, so I'll probably just stay to English. Ernie Hudson, j'ai aussi parlé de lui dans l'épisode sur Léviathan, et accessoirement dans Le Monstre de l'été sur Shark Attack. La grande et formidable Sigourney Weaver, évidemment, on va reparler d'elle un paquet de fois, puisqu'on parlera des 4 films Aliens, mais aussi des suites d'SOS Fantôme, de Paul et de La Cabane dans les Bois. Mais sinon, sa carrière est jalonnée de films grand public comme de films indépendants. Elle passe tour à tour de Gorille dans la brume à Galaxy Quest, en passant par Avatar et Working Girl, et aussi Le Village de Shyamalan. Bref, une grande carrière pour une actrice extraordinaire qui est la personnification de la femme badass au cinéma depuis 1979. Mais la richesse d'SOS Fantôme tient aussi dans le choix de ses seconds rôles. Et ils sont tous excellents, autant dans le jeu que dans l'écriture. Rick Moranis, par exemple, la plupart d'entre nous le connaissent pour son rôle dans la série des Chéris, où il joue l'inventeur Wayne Zalinski, mais il a aussi joué dans La Famille Pierre à Feu, La Petite Boutique des Horreurs et La Folle Histoire de l'espace de Mel Brooks, qui est absolument génial. Annie Potts est connue de petits rôles dans plusieurs films et a joué dans de nombreuses séries, dont Young Sheldon, où elle joue la grand-mère de Sheldon. William Atherton est lui aussi un second rôle très connu au cinéma qui a débuté sous la houlette de Steven Spielberg dans Sugarland Express qui fut un bide à sa sortie, mais on le connaît aussi pour avoir été l'insupportable journaliste Richard Thornburg dans Die Hard 1 et 2. Il y a aussi Timothy Carhart que j'avais pas du tout reconnu. Lui, c'est le méchant Ellis DeWalt dans le film de Beverly Hills 3. Et il a eu une belle carrière. Witness, À la poursuite d'Octobre Rouge, Thelma et Louise, Air Force One. Il en a fait du chemin depuis son petit rôle de violoniste dans SOS Fantôme. Bon bah on a fait le tour d'SOS Fantôme. Quand le film est sorti à l'époque, ça a été un véritable ovni. Un concept farfelu et inédit qui, au final, est sorti au bon moment. Et ce qui est amusant, c'est que dans le making-of, Dan Aykroyd raconte que pendant un moment de pause durant le tournage, Bill Murray lui a dit « on fait quelque chose de spécial, quelque chose qui sort de l'ordinaire ». Et il n'a pas eu tort. Parce que son héritage continue à perdurer aujourd'hui au travers de toutes les suites, des produits dérivés, mais surtout au travers des millions de fans qu'il y a dans le monde, qui s'amusent à rejouer les meilleurs moments de ce film qui les a marqués quand ils étaient gosses. Vous êtes obligé de tout retourner comme ça?
Oui, il faut absolument qu'on analyse toutes les traces que le fantôme a laissées dans votre appartement. On doit tout voir. Bon écoutez, je voudrais pas être méchante, mais je me demande si vous savez vraiment ce que vous faites là. Eh ben, à vrai dire, nous non plus. Mais on est là pour vous aider, hein. Ah bah bien sûr. Et comment vous comptez m'aider si vous savez pas ce que vous faites? Non mais calmez-vous madame, bon là on sait pas trop ce qu'on doit faire, mais quand on saura quoi faire, on fera ce qu'il faut. À quoi vous tournez tous les deux? À Dédé. Bon, je sais que c'est farfelu, mais si le père de Flo est venu vous voir, c'est qu'on peut vous aider. Flo, c'est le mec désagréable? Oui. Bon écoutez, je sais pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous pensez pouvoir faire, mais maintenant que vous êtes ici, vous allez me faire décarrer ce fantôme, c'est clair? Vraiment, ne vous en faites pas, on va vous aider. Allez, on reprend les recherches. Slimer? Oh putain poteau, ça va? Ah le salaud, il m'a tout englué. C'est le fantôme qui vous a fait ça? Non, c'est votre voisin qui a acheté son pot de chambre du mauvais côté du couloir. Tu l'as vu, il ressemblait à quoi? On aura dit Slimer du film SOS Fantôme, mais ça n'a pas de sens. Flo, tu peux me donner le titre du film et que je fasse des recherches? Bah SOS Fantôme. Et SOS Fantôme, ADD. excuse-moi, je ne connais pas SOS Fantôme, non? Moi non plus. Non mais vous vous foutez de moi tous les deux là. Vous connaissez? Non. Mais c'est votre DVD, putain! Mais non, je vous dis que je connais pas, d'accord? La seule chose que j'aimerais savoir, c'est si vous êtes capable de me débarrasser de ce fantôme. Ne vous en faites pas, madame. Comment on l'attrape? Mais j'en sais rien. Mais ton père, il t'a rien dit? Si, mon père il m'a dit faut utiliser un piège à fantôme. C'est une grosse boîte comme ça, tu la pousses par terre, tu l'ouvres. Quand elle s'ouvre, faut pas regarder hein, parce que ça fait mal aux yeux. Et ensuite tu attends que le fantôme rentre dedans. C'est bon, t'es contente là? Non. Qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Il a dit qu'il fallait que le personnage rentre en contact avec le DVD pour rentrer dedans. Mais ça n'a pas de sens. Mais tu l'as vu le fantôme, et de près? T'es obligé d'y croire. Bon, dans les films, pour les attraper, ils utilisent des packs de protons, mais On dit pas des proton packs? Alors tu dis ça encore une fois, je te fous un coup de pompe dans les meules. Bon, de toute façon, les packs de protons, on en a rien à cirer, il faut juste prendre le DVD et lui jeter à la tronche. Et pourquoi il s'est rien passé là? Bah, jusque-là, c'est un fantôme, c'est passé au travers. Rien d'anormal. Ah putain, mais oui, le piège. Ok. Ah Dédé, balance-moi le saucisson que t'as dans la poche, s'il te plaît. Quel saucisson? T'as toujours un saucisson dans la poche, balance. Tu vas chier. Beau saucisson comme ça. Tu me le rends celui-là, hein? Viens mon gros, viens. Viens chercher, allez. Il est parti? Il est dedans. Hé, en plus t'as plus le slime sur ton t-shirt.
Ah ouais? Bon, bah, merci pour votre confiance. Et surtout, soyez rassurés, les fantômes, il n'y en aura plus chez vous. Madame, qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y en aura plus de fantômes, mec? J'en sais rien, Cassous. Bon, je crois que je vous dois des excuses. Je vous ai pas cru, je suis désolé. Non mais c'est pas grave, enfin, si moi on m'avait demandé d'aller chez une inconnue pour attraper un fantôme avec un DVD... Ouais. Mais non, par contre je me pose des questions sur cette histoire de personnages qui sortent des films. Vous y croyez vraiment? Eh ben, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux qu'y croire, mais enfin, je trouve ça tellement dingue. Et puis, c'est surtout que je me pose la question de qu'est-ce que ça pourrait donner avec un autre film. Comment ça? Bah, Slimer de SOS Fantôme, ça va, c'est gentillet. Mais il y a des films où il y a des personnages, ou même des monstres de films, qui sont vachement plus dangereux. Le genre que j'ai pas envie de raccompagner chez eux, quoi. Théoriquement, ça voudrait dire que n'importe quel personnage pourrait sortir de n'importe quel film alors? Ouais, je crois, ouais. Et vous voyez, c'est là où je regrette de pas faire des vidéos sur des films érotiques. Bon. Bonne soirée. Bonne soirée. My baby told me once, my baby told me twice, my baby told me 3 times nice. Please, 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 let us make some. I believe it's magic. I believe it's magic. I believe it's magic. Ça marcherait avec n'importe quel personnage de n'importe quel film. Ça va, Nico? Je voudrais que t'es fatigué, hein. Non, sans blague. Quel boulot de merde. Faut prendre des vacances. Mais t'as vu le planning d'intervention, toi? Ouais, il y a grave du boulot. D'ailleurs, vous vous souvenez de la dernière petite intervention qu'on a faite là? Avec cette dame blanche? Oh yes. Sympa, hein. Je l'aurais bien pris avec autre chose qu'une ghost trap, moi. Putain, t'es malade ou quoi? Désolé. C'est encore sous garantie, ça?